L'innovation dans l'immobilier, à travers la construction de bâtiments en 3D, focus sur l'impression à Nantes ces 3 derniers jours, je viens de vous rappeler les dates, 14, 15 et 16 septembre, d'un logement social. Ah, logement social, qui en est à l'origine et à quoi ça peut ressembler, quels sont les stéréotypes qu'on peut peut-être associer au logement social, on va voir comment ils ont bien volé en éclats, ces stéréotypes. Un logement social de 95 mètres carrés, c'est presque plus grand que chez moi, à l'aide d'un robot imprimante numérique. Oui, vous le savez, depuis déjà une petite dizaine d'années, les imprimantes 3D sont apparues sur le marché. On a vu au début comment un fil, appelons cela de plastique, ça c'est le terme vulgaire, c'est la vulgarisation, pouvait effectivement accoucher d'une petite timbale, petite tasse à café, voire un petit objet. C'était la réinvention, disaient un petit peu les sceptiques, du macomoulage que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, bien évidemment. Et puis on a vu également comment un papa américain, avec une imprimante 3D, avait fait une prothèse de main pour son enfant handicapé, et comment le gamin devenait finalement le héros, le super-héros de la cour de récréation, à tel point, je crois me souvenir, que même les autres enfants qui ne souffraient pas d'un handicap voulaient aussi leurs mains articulées. Tant mieux. Voilà comment la différence passe de façon banalisée, et c'est très bien. La banalisation au service de l'immobilier via la 3D, on y arrive avec ce projet Innova, Batiprint 3D. D'où vient-il? Le projet est donc réalisé. Pour nous en parler, je vous demande de l'applaudir. Faites du bruit, comme l'on dit. C'est notre premier intervenant de ce week-end, Benoît Furet. Benoît Furet, si vous voulez bien prendre possession de cet espace qui vous est entièrement dévolu. Merci Benoît Furet d'être avec nous. Il va être question de 2 laboratoires que vous mettrez en valeur comme bon vous semble, LS2N et GEM. Si j'ai mal compris les acronymes, vous pouvez me corriger, il n'y a pas de souci. Vous êtes venu avec des images, puisqu'effectivement ce bâtiment, ça y est, a été réalisé. Mais bien évidemment, on va faire un peu monter un petit peu le teasing, on le verra dans quelques minutes. Mais tout d'abord, Benoît, installez-vous comme vous le voulez. Vous travaillez depuis déjà quelques décennies sur l'impression 3D. Sur fond d'usine du futur, c'est rentré dans pas mal d'esprits, l'usine du futur, avec d'autres objectifs, bien sûr, d'autres visées. Vous avez eu très vite l'idée d'imprimante 3D XXL, un grand bras, du polymère. Alors, c'était déjà piloté par les 2 labos que j'ai salués en ouverture. Ouais, effectivement, bonjour à tous. Donc ça a démarré au sein d'un laboratoire des sciences du numérique, donc le LS2N, laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Le numérique, c'est le digital. Nous sommes en ce moment pour ce salon durant la semaine de la Nantes Digital Week, donc une période durant laquelle le numérique, dans tous les sens de son exploitation aujourd'hui dans le monde, aussi bien au niveau familial, personnel, au niveau médical, au niveau de tout ce que l'on entend parler du digital, dans toute l'exploitation qu'on peut en faire, eh bien, pendant ces quelques jours-là, sur Nantes, 110 événements liés au digital. Et je pense que celui-ci peut en être un aussi, et on va le montrer et l'expliquer. Et on est bien heureux de vous retrouver sur cette première édition du salon IMO Neuf et Smart. Alors, vous aviez déjà réalisé effectivement un bâtiment d'urgence. C'était au Népal. Donc, première expérience peut-être. Je crois savoir que c'était en 30 minutes, un 9 mètres carrés. C'était quoi, un shelter, comme un combi? Alors effectivement, je vais montrer une petite image. Ça, c'est un petit peu à l'origine. Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, l'expression de réaliser une imprimante 3D XXL, eh bien, c'était effectivement un shelter, un habitat d'urgence qui était réalisé à partir d'un matériau polymère qui a la particularité donc, de prendre une expansion de x40 son volume au moment de la mise en œuvre. Et donc, avec des étudiants de l'université, nous avions réalisé cet habitat d'urgence suite aux catastrophes au Népal. C'était pas prémonitoire par rapport à ce qui s'est passé en dehors de la métropole il y a encore quelques jours là, pardon. Et donc l'idée c'était vraiment de montrer qu'on était capable de mettre tous ces moyens-là dans un container, de les envoyer sur une catastrophe, et en l'espace de 30 à 45 minutes, on était capable de réaliser un habitat qui permettait de protéger les habitants le temps de la reconstruction, voilà, pour qu'ils puissent être abrités. Et on est en quelle année, Benoît? Il y a 2 ans et demi. Et effectivement, depuis, j'ai envie de dire, ça a été couronné de succès de la part de personnes qui se sont dit « Eh bien oui, on a tout intérêt effectivement à faire venir des cargos entiers de ce type d'habitat d'urgence ». Alors c'est le cas, effectivement. On travaille avec une ONG actuellement. Bravo. Qui s'appelle... ça va me revenir, j'ai un petit trou de mémoire. Ça reviendra, continuer en général, ça revient quand on continue. Et donc, effectivement, l'idée,
c'est vraiment d'être prêt avec un cargo plein d'équipements, de nourriture, hôpitaux et autres, et de la possibilité de reconstruire sur place en un temps record. Voilà, bah écoutez, bravo. Alors bien évidemment, on ne va pas arriver tout de suite à ce très beau projet de 95 mètres carrés qui, ça y est, a été réalisé, parce que vous êtes diversifié. Il est aussi question d'une girafe qui avait attiré l'attention d'ailleurs de Nantes Métropole, une girafe de 4 mètres de haut. Donc dans le cadre de la Maker Faire, c'est en juillet 2016 que là aussi vous aviez réalisé. Donc c'est le même principe, la même technique. Mais alors, petite anecdote, parce que c'est tellement français. On aime tellement se flageller. Vous venez de nous dire comment effectivement vous aviez avec vos étudiants réalisé ce bâtiment d'urgence en 30 à 40 minutes, comment déjà vous déployez votre savoir-faire avec le bras déjà articulé. Et on vous dit, mais écoute, c'est bien joli ce que tu fais, mais les Chinois le font et en plus ils le font avec du mortier. C'est intéressant d'y revenir parce que depuis, je crois que le projet dont il va être question, vous avez su mixer et capitaliser sur ce que font les autres. Alors, c'est-à-dire qu'au début, on ne pensait pas que ça allait pouvoir être le mortier. On parlait que on pensait et on ne versait que dans le polymère, c'est ça ? Bah, effectivement, nous avions réalisé cet habitat d'urgence là, et comme d'habitude, enfin j'aime le dire, on considère que les académiques, les universitaires, surtout français, sont toujours en retard par rapport aux autres. Et il est clair que l'herbe est toujours plus verte dans le jardin d'à côté que chez soi. Et donc, suite à ces présentations autour de cette première réussite par impression 3D, XXL on va dire, bien évidemment, certaines langues du vipère nous ont dit, mais attendez, les Chinois sont forcément en avance, ils ont déjà fait plein de choses, on va être envahi de maisons chinoises dans très peu de temps, et donc vous les académiques, les universitaires français, comme d'habitude, vous êtes en retard, quoi. Voilà, donc c'est toujours le petit côté plaisant de notre activité professionnelle. Mais ça vous a peut-être titillé parce que je crois savoir que vous avez su capitaliser très bien. On va voir comment aujourd'hui vous êtes capable des parois et également du mortier, c'est bien ça ? Effectivement, je pense qu'on a continué de travailler. Alors, moi, mon premier métier, c'est l'industrie manufacturière. Et donc, depuis toujours, je travaille en Pays de Loire avec les grands de l'industrie que sont les Airbus, les Daher, les STX, les DCNS et autres, mais au niveau national français avec des Renault, avec des Snecma, avec des Dassault Aviation. Donc à développer nos activités recherche. Donc forcément, on est jugé sur le nombre d'équations au mètre carré que nous arrivons à développer, mais aussi, et ça c'est la particularité de notre laboratoire, et puis on n'est pas les seuls, rattachés au CNRS, au sein de l'Université de Nantes, nous avons toujours la volonté d'aller jusqu'à un aboutissement de nos concepts, jusqu'à une preuve de concept justement à l'échelle 1 du point de vue industriel. Eh bien, on va y arriver. Donc ça, c'était nécessaire de voir quand même d'où tout cela venait et par quoi vous aviez pu passer, et puis avec l'intelligence qui caractérise les académiques, qu'il ne s'agit pas toujours de fustiger, eh bien comment vous aviez pu effectivement capitaliser sur tel savoir-faire et le croiser avec tel autre. Alors, on va arriver, et là, on va avoir des images, parce qu'il est temps quand même de voir en quoi consiste cet habitat. Moi, j'ai même pas envie de dire habitat social, même si effectivement c'est important pour voir la finalité et le public ainsi visé, mais un habitat dont vous me dites, vous allez voir Serge, ça ressemble, et je le dis au public, ça ressemble à une maison d'architecte. Donc déjà, premier stéréotype qui peut voler en éclats, l'habitat social peut être design, et on va le voir. Donc l'impression 3D dédiée ainsi à l'immobilier, ça peut avoir une valeur ajoutée au moins esthétique, s'il ne devait y avoir déjà que celle-là. On va voir également le gain de temps, et on va voir comment vous êtes capable de faire des formes courbes, et à la fois de tenir compte de la localisation, donc de la topographie, des lieux, bref, toute cette vraie valeur ajoutée en termes de construction. Alors, au début, moi j'étais très naïf, je vous dis, mais alors vous faites quoi? Des parois un peu préfabriquées que vous allez agencer après? J'ai envie de voir ce que vous m'avez déjà décrit, un immense bras articulé. Voyons ça en image. Oui, alors je me permets juste avant quand même, parce qu'on a effectivement parlé de ce qui se passe au niveau international, et je vais montrer quand même quelques images aussi de réalisation justement par les Chinois, les Russes et autres, pour comparer et puis faire un petit tour de monde de ce qui est réellement actuellement des développements considérables autour de la construction, parce qu'il n'y a pas qu'en France, et même nous maintenant nous sommes sollicités aussi pour aller travailler dans les pays étrangers, et ça vous permettra de comprendre comment on se positionne sur cette réalisation qui a été faite à Nantes, pour laquelle je vous montrerai effectivement quelques images. Et on verra si vous vous positionnez mieux que les autres. Mieux d'une façon, on va dire, plutôt complémentaire, quoi. Oh voilà, votre belle modestie. C'est ça. Donc juste pour revenir par rapport à cette réalisation d'habitat d'urgence, nous, je l'ai dit tout à l'heure, en tant que...
travaillant sur des activités manufacturières, donc on a développé cette activité d'impression 3D de grande dimension XXL. Et aujourd'hui, nous l'utilisons couramment avec des industriels de la région comme Gruau. Et on travaille aussi avec Beneteau, c'est en Vendée. Beneteau, la partie navale de Beneteau, le nautisme. Et on travaille sur la réalisation d'outillages de très grande dimension pour faire des bateaux de 25-40 mètres de long avec de l'impression 3D. L'impression 3D, même si vous l'avez dit tout à l'heure, c'est relativement récent. Nous, on travaille dessus d'un point de vue recherche depuis, on va dire, 25 ans. Il y a à peu près une dizaine d'années que c'est exploité pour réaliser un certain nombre d'objets, comme vous l'avez très, très bien décrit. Ce qu'il faut se souvenir, c'est quand même que sans le numérique, l'impression 3D n'existerait pas. Par le passé, l'architecte développait son design de maison et fournissait un plan papier au maçon. Ce plan papier était utilisé pour pouvoir ensuite construire. Aujourd'hui, l'architecte va construire d'une façon digitale, donc avec des outils de conception numérique, et donc on déplace des plans avec une clé USB maintenant pour pouvoir les réaliser. Et donc le numérique, que ce soit dans l'industrie manufacturière, c'est quelque chose de fondamental. La CAO, la FAO, tous les outils d'assistance par ordinateur sont utilisés depuis les années 80 dans l'industrie. Et dans le bâtiment, on voit que ça commence à apparaître depuis à peu près 3 ans, grand maximum. Et donc, c'est une grande évolution qu'on vit en ce moment dans le domaine de la construction. Et ça va s'amplifier. Vous allez voir, on a mis peut-être 20 ans à tout développer dans l'industrie manufacturière. Dans le cas du bâtiment, de la construction du BTP, ça va être 4-5 ans, grand maximum. Alors juste... Voyons effectivement ce que les autres font. Voyons, donc effectivement, vous avez parlé de cette fameuse girafe. La célèbre girafe, elle s'appelle Sophie, hein, c'est ça? Sophie, oui. Ouais. Alors, petite histoire sur la girafe Sophie, il s'en vend... il y a 820 000 naissances en France par an. Il y a 800 000 girafes Sophie qui sont vendues. Et donc, nous avions réalisé pendant la Maker Faire qui avait lieu sous les nefs à Nantes. Donc, on a déjà un bel éléphant à Nantes, de la machine. On a une autre compagnie qui s'appelle Royal Deluxe qui nous propose souvent des beaux géants. Donc, on s'est dit, on va faire une girafe pour le bébé géant. Voilà. Et donc, ça avait été réalisé devant tout le monde en temps réel. Et effectivement, Nantes Métropole était venu me voir en me disant, mais est-ce que vous seriez capable de faire une maison? J'avais dit oui, bien sûr, je peux même vous la faire pour la Nantes Digital Week 2017, c'est-à-dire aujourd'hui. Et donc, c'était que depuis juillet 2016. Alors, l'impression 3D dans le domaine de la construction et du bâtiment, j'ai fait une petite cartographie là, de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Et je vous propose dans quelques minutes de faire un petit rapide tour du monde. C'est bien, ça va nous édifier sur l'esthétique, le volume. Tout à fait. Et voir un peu quels sont les principes constructifs que les uns et les autres ont réalisés. Donc une première planche qui montre les travaux des Américains. Donc les Américains ont été quasiment les premiers à travailler sur l'impression 3D de mortier, donc pour pouvoir faire de la construction en dur de bâtiments. Pour l'instant, ils n'ont aucune réalisation. Par contre, ils ont 65 brevets. Et dès que vous levez le petit doigt en disant « moi j'ai quelque chose de nouveau », eh bien, ils viennent vous expliquer qu'eux ont déjà les brevets et donc il va falloir passer par eux. Nous, on a été effectivement chatouillés aussi par eux. Donc on a eu pas mal d'échanges entre nos juristes et les leurs. Et jusqu'à présent, on a fait le poids. Donc nos brevets on a 9 brevets sur nos projets, et donc ils sont en dehors de ceux des Américains. Bravo, il faut le dire, parce que dans ce pays, on ne valorise pas toujours assez les savoir-faire. Ou encore récemment, les médias disaient la France à côté de l'Allemagne ne dépose pas assez de brevets. Passez-moi le blablabla. Bravo. Oui, bon. Et effectivement, c'est le cas chez nous pour ce cas-là, mais il y en a plein d'autres. Hein. On n'est pas très loin du CHU. Le nombre de développements des académiques dans le domaine de la santé sur Nantes est considérable. Donc, effectivement, pas de réalisation pour le moment chez les Américains, beaucoup de brevets. Alors, quelques quand même pièces réalisées qui sont plus pour montrer la constitution de murs, donc des murs creux, comme vous voyez. Et déjà, vous voyez, on voit quand même des formes arrondies arriver, parce que l'impression 3D, contrairement à la fabrication de grandes séries classiques, fabrication de grandes séries classiques, eh bien, on fait des outillages et ensuite, eh bien, on reproduit à une grande échelle, en grande série, des objets tous identiques. Alors que l'impression 3D, eh bien, on va réaliser chacun des objets en fonction de l'envie, en fonction du besoin. Et on verra que pour la construction, c'est fondamental. D'autres exemples, alors ça, c'est un habitat qui a été réalisé au mois d'avril par des Russes, ça s'appelle Apiscore. Donc ils ont une machinerie circulaire comme une grue qui tourne sur 360 degrés qu'on peut apercevoir sur l'image en haut à gauche. Et donc ils ont fait une petite vidéo sympathique. Là, nous on a pas mal échangé avec eux. Ils ont mis 6 mois pour réaliser cet habitat, on va dire un habitat plutôt habitat de loisirs, qui s'inspire plus d'une yourte, donc circulaire. Ça fait 38 mètres carrés.
Donc ils ont mis 6 mois pour la réaliser et ils disent que s'ils devaient la reproduire, ils seraient capables d'élever les murs en 10 heures, ce qui est tout à fait possible, bien évidemment. Et on s'aperçoit dans l'image de haut à gauche qu'il y a des corps creux, donc ils ont déposé du mortier, voilà, directement, ils ont fait ça en atelier, là, et forcément les Américains sont venus les voir en leur disant « mais attendez, là, il y a nos brevets derrière tout ça ». Donc il y a quelques échanges en ce moment entre Appiscore et Contour Crafting. Alors un autre exemple que tout le monde a beaucoup vu, c'est les fameux Chinois, là, avec Winson, qui nous ont montré beaucoup d'images de maisons, et c'est là que tout le monde commence à paniquer en se disant que ces maisons allaient arriver en Europe très rapidement. Alors la particularité des Chinois, c'est qu'ils font de la préfabrication, et en usine. Donc vous avez une grande machinerie qui est en haut à gauche sur l'image, dans un atelier. Ils réalisent des parois, des morceaux de parois, et ensuite ces morceaux de parois sont transportés avec des camions ou autres pour arriver sur un chantier pour être assemblés. Donc moi j'y suis allé chez Winson, il y a 2 ans maintenant. Et donc, effectivement, ils ont une très grande cour, ils ont un showroom avec différents habitats qu'ils ont réalisés très rapidement. Et j'insiste sur le fait que ce soit de la préfabrication. Donc, c'est vraiment du dépôt de mortier par impression 3D qui est réalisé, mais c'est vraiment de la préfabrication. Et en Europe, on est nettement plus en avance sur la préfabrication. On fait nettement mieux que ce qu'on voit là, où on voit des parois creuses. Alors donc, en ce moment, ils sont en discussion justement avec les Américains. Et on voit des habitats qui sont bruts de béton, pas finis, côté intérieur. Et j'ai envie de dire, en constat déjà, entre cette néo-yourte 6 mois pour la réaliser, entre les Américains qui finalement n'accouchent rien de concret, rien n'est incarné, et entre cette maisonnette voilà, assez peu sexy, j'ai envie de vous dire, point d'étape dans votre illustration. Oui, ça ne c'est pas très bluffant. Pour l'instant, non. Et effectivement, les constructeurs européens sont largement plus en avance que ça et savent faire nettement mieux à ce sujet-là. Et en plus, on se rend compte que quand on rentre vraiment sur le chantier et qu'on va voir un peu ce qui se passe, donc la face cachée de l'iceberg, on se rend compte que ça bricole dur, quoi. Voilà. Alors par contre, il y a une autre réalisation. Là, j'y suis allé au mois de mai de cette année. Donc c'est un Chinois qui s'appelle Monsieur Vu, qui est un type absolument extraordinaire, un fou furieux. Il a une petite entreprise de 110 salariés, donc c'est une toute petite entreprise chinoise. Il fait de la maçonnerie et il fait de la chaudronnerie, donc il soude de la ferraille et autres. Et donc il a conçu une machinerie, un immense portique, pour réaliser dans la cour de l'usine cette ville-là, et donc qui est réalisée avec 2 grandes tours, et puis derrière il y a des formes carrées. Bon, la toiture et la partie centrale, c'est du purement traditionnel. Mais les 2 tours ont été imprimées avec du mortier, comme on peut le voir sur les images en haut à droite. Et donc là, contrairement aux autres qui déposent du mortier, donc du mortier juste du sable, du ciment, de l'eau, lui, c'est vraiment un béton, donc quand même une matière structurante. Mais donc il a fait ça sans calcul, un petit peu, on va dire un peu bidouillé. Donc sa maison n'est pas certifiée, elle n'est pas commercialisable, parce que la tenue sismique et autres sont difficiles. Donc il y est allé un petit peu au doigt mouillé. Oui, mais bon, je pense que des gens comme ça... Mais c'est un prototype. C'est un prototype, voilà. C'est un passionné. Je pense que c'est peut-être la réalisation de sa vie. Mais derrière, il a quand même réalisé cette grande machinerie. Ouais. Et ce qui est intéressant de retenir, donc il a mis 45 jours pour imprimer la maison, mais il a mis 40 jours pour installer sa machinerie pour faire la maison. Et c'est là peut-être qu'on peut comprendre, et vous le verrez par la suite, que dans le principe de l'impression 3D, effectivement, les autres Chinois, ils font de la préfabrication parce que la machinerie, elle est en usine, ils déplacent les morceaux. Lui, il a amené sa machinerie pour réaliser sa maison, il a mis quasiment autant de jours pour installer sa machinerie que pour réaliser la maison. Alors que vous arrivez avec votre machinerie et vous réalisez en un temps record. On verra ça tout à l'heure, ça va arriver dans quelques instants, vous allez voir. Alors il y a un autre exemple aussi qui est assez intéressant en ce moment, c'est des Australiens qui ont développé Fast Brick, donc une machinerie pour déposer de la brique en automatique, 1000 briques à l'heure. Alors c'est déjà une belle preuve de concept là, qui avance bien. Et ils ont été rachetés par Caterpillar, donc Caterpillar qui est un gros constructeur de moyens matériels pour la construction, tracto et autres. Et ils viennent de mettre 10 millions de dollars américains dans Fast Brick pour développer ce concept-là. Donc là, on voit bien qu'en ce moment, au niveau mondial, ça bouge énormément. Alors après, quelques petits exemples européens, en Italie, en Slovénie, de dépôts de mortier. Donc vous voyez, à chaque fois,
bon, des petites réalisations. Tout le monde essaye d'avancer, de développer. C'est pas si simple que ça. En Angleterre aussi. Donc vous voyez, à chaque fois, ce sont plutôt des formes du mobilier urbain, pas réellement de grandes constructions. C'est à Amsterdam, la 3D Canal, où c'est des polymères qui sont travaillés, plutôt des pièces d'habillage qu'autre chose. J'accélère un petit peu. Au Danemark aussi, vous voyez, avec des résultats de préfabrication qui ne sont pas forcément, pour l'instant, de la qualité telle qu'on peut réaliser des immeubles aujourd'hui. Mais Benoît, on veut vite en arriver à ce que vous faites, vous, Oui. ce que vous avez fait en 3 jours. Alors quand même, Xtrick est là. Donc Xtrick est une start-up aussi française. J'aime bien présenter aussi ce qu'ils font parce que j'aime dire aussi qu'à l'échelle de la Chine, Paris et Nantes, ça se touche. Donc travaillons ensemble. Ouais. Je m'appelle Furet et les Furets peuvent chasser en meute quand même. Donc le marché de l'immobilier, c'est un marché Le international. déterminisme du métier par le nom. Voilà, c'est ça. Et donc, bon, j'échange pas mal avec eux. Donc, ils ont fait pas mal de réalisations. Alors, plutôt, vous voyez, des ouvrages absolument magnifiques, des œuvres d'art pour l'instant. Et donc, on échange avec eux. Ils font du dépôt de mortier. J'insiste là-dessus, c'est pas facile. L'impression 3D, ceux qui le pratiquent, même sur des pièces plastiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas toujours évident parce que on doit déposer cette matière qui va avec des couches successives, et ces couches successives vont devoir supporter la charge des couches supérieures. Et donc c'est là, quand on fait du béton ou autre, on se rend compte que c'est compliqué. Et donc la qualité n'est pas toujours là, et voilà. Ensuite, on se rend compte que, bien, hop là, je reviens en arrière, et bien que l'automatisation à la chinoise, ben, c'est pas bon non plus. Donc nous, on a eu l'idée, Alors, avec un peu de sérendipité, comme on avait pas mal travaillé sur ce matériau polymère là, cette mousse qui est ici, qui est une mousse que tout le monde a dans sa maison. alors, cette mousse, je vais la montrer. Voilà. Comment ça, on l'a tous dans notre maison? Eh bien, parce que c'est le matériau d'isolation de prédilection utilisé dans l'industrie manufacturière depuis de nombreuses années. Et on a tous ça dans nos réfrigérateurs, dans nos congélateurs. C'est le matériau d'isolation le plus performant au monde pour le moment. D'accord. Voilà. Et donc, nous, on avait travaillé, comme j'ai montré tout à l'heure, à faire de l'impression 3D de ce matériau-là. Et on s'est dit, mais une maison, quand on réalise une maison, une construction, ben là, je suis assis sur des parpaings. Donc, on pose des parpaings, ou on fait par exemple du béton banché. Et ensuite, après, on réalise l'isolation de la maison. Des fois par l'intérieur, des fois par l'extérieur. Est-ce que ce soit pour des maisons ou pour des immeubles, c'est la même chose. Donc, nous, on s'est dit, mais on va faire de l'impression 3D, c'était notre volonté, et on va faire les deux en même temps. C'est-à-dire Et que donc, le matériau devient l'isolation finalement. tout à fait, c'est-à-dire qu'on fait à la fois l'isolation et la partie structurante de la maison. Et donc, le principe de notre construction, c'est un mur sandwich dans lequel on a une paroi extérieure, une paroi intérieure qui sont réalisées en polymère par impression 3D et permettent de réaliser l'isolation de la maison. Mais la grande subtilité, ils permettent aussi de faciliter la mise en œuvre du matériau structurant qui est à l'intérieur, qui va être le béton, que l'on peut ferrailler. Et on se retrouve comme ça avec un mur sandwich, avec une isolation extérieure, une partie structurante à l'intérieur, une partie isolation à l'extérieur. Et vous avez Extérieur, résolu intérieur. le problème du poids, comment ça ne Bien doit pas sûr. s'écrouler sous son propre poids. Ben oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a fait pas mal de simulations, vous voyez, d'essais et autres, où on voit à chaque fois donc, notre triple paroi, là. Et puis on a résolu la façon de réaliser des linteaux, des réservations pour les ouvertures, etc. etc. Et donc de ces réalisations, hop là, là, vous voyez, donc on vient avec nos fameux bras robots réalisés, on va dire comme des coffrages, si vous voulez. Alors vous avez un stand à l'entrée du salon Tout à fait, oui. qui permet de... Vous avez un mini bras robot. Tout à fait, oui. Voilà, qui permet de voir, avec en plus la simulation, le casque 3D, Oui. ou réalité augmentée, de voir la maquette du Tout projet. à fait. Alors je vais venir, vous allez voir. Donc toute la difficulté de ce concept de mur, c'était qu'il soit, c'est une maison qui va être habitée, on va mettre des gens dedans, donc il faut que ça soit résistant au feu, aux intempéries, à tout ce que l'on dit. Donc on a beaucoup travaillé sur la partie aussi béton. Donc justement, on parlait du laboratoire, c'est un laboratoire de génie civil, donc des spécialistes des matériaux, de la mécanique des matériaux. Vous voyez ici nos fameux panneaux, nos fameux matériaux triple couche là, qui sont structurants et isolants, sur lesquels on a fait beaucoup de tests de mécanique, de thermique, etc., etc. Voilà. Et donc, après, ça, c'était l'idée d'avoir la paroi de la maison. Mais se poser la question, si on veut réaliser un habitat par impression 3D, il faut bien la machinerie, donc l'imprimante en elle-même, qui va être capable de faire ça. Donc, si on s'inspire de ce qu'imaginent les Américains, ou ce que le Chinois a réalisé, des grandes machines portiques, on se rend compte qu'il va falloir des fondations spécifiques pour la machinerie,
voire bien, on va passer quasiment plus de temps à installer la machinerie qu'à réaliser même, en même temps la maison. Donc vous êtes orienté vers une autre solution. Une autre solution, donc la partie robot nous intéresse parce que c'est notre métier depuis plusieurs décennies, on utilise ces robots pour faire plein de choses. Eh bien, on a conçu cette machinerie qui est un robot, vous voyez, polyarticulé. Donc vous avez la partie orange ici qui va correspondre à la dextérité du maçon qui tient la truelle. Oui, vous le dites, c'est effectivement la main Et du maçon. le maçon, bah, forcément, il se déplace quand il a besoin de réaliser la maison. Donc, il lui fallait un moyen de se déplacer. Et donc, on a réalisé ici la machinerie qui est dessous. Donc, on est parti de briques technologiques existantes dans l'industrie. Le robot blanc, c'est un robot français, Cocorico, une fois de plus, fabriqué à Faverges. C'est un des leaders mondiaux de la robotique. On voit toujours ça, la robotique, chez les Allemands ou chez les Japonais. Eh bien, Stobli, c'est un fabricant français. De la même façon, la machinerie qui est en dessous, là, vous voyez, qui est à roue, c'est un... Comment dire? C'est un transpalette ou un Fenwick Google carisé. C'est-à-dire on l'a doté les moyens de se déplacer et qu'on puisse piloter la trajectoire de cette machinerie. Et après, on a développé le cerveau qui fait fonctionner toute cette machinerie ensemble. Benoît Furet, entre effectivement donc, un savoir-faire français, l'assemblage de briques technologiques existant déjà et industrielles existant déjà sur le marché, ça vous a pris combien de temps? Alors ben développer la machinerie en elle-même, on a mis à peu près 1 an et demi. Un an et demi. D'accord. Voilà. Et donc après, ça nous permet d'avoir un robot qui est capable de se déplacer et puis de faire beaucoup de choses. Voilà. C'était toute l'idée. Alors ça aussi, il y avait eu quelques essais au niveau mondial sur ces machineries-là. Abouti à ce niveau-là, on est quand même pas mal avancé. Et on a d'autres cas d'application d'ailleurs. Alors le principe après de cette machinerie qu'on va fonctionner, donc j'ai pas un grand portique qui va réaliser, qui va être au-dessus de la maison et autres. Le principe, je l'ai dit tout à l'heure, on va partir du BIM, c'est-à-dire le BIM, BIM. BIM, Building Information Management, c'est-à-dire le numérique du bâtiment. Mais le numérique au sens large, pas uniquement géométrique, parce que vous allez voir qu'on a besoin de tout comprendre ce qui se passe. Donc, l'architecte, on va dire, a designé sa maison, on a fait les plans. Il y a un architecte, on peut le nommer. Ah oui, il s'appelle Charles Coiffier de TICA Architecture. Vous allez voir tout à l'heure la réalisation. Il a tout compris, ce que pouvait lui apporter l'impression 3D dans le cadre de la maison. Vous allez comprendre. Donc, on part du modèle CAO. Ce modèle CAO nous permet de savoir où seront les attentes pour les évacuations d'eau, pour les arrivées énergétiques et autres. Parce que notre principe, c'est que la dalle en béton va déjà être faite de façon traditionnelle, de façon classique. Et donc le robot va être amené, il est posé sur la dalle, il va imprimer les murs autour de lui, donc avec notre triple paroi polymère et béton. Donc il imprime tout autour de lui. Et puis une fois qu'il a fini la maison, eh bien, il baisse la tête et puis il ressort par la porte d'entrée. Qui n'existait pas parce que c'est lui qui l'a réalisé. Ça veut dire que si on vous suit bien, Benoît Furet, lorsque vous évoquiez évacuation, dire que vous, justement, c'est pas au doigt mouillé, c'est pas bricolo-bricolette, vous pensez bien sûr aux normes. Ah bah, de toute façon, oui, parce que déjà, comme le robot va se déplacer sur cette dalle qui est le premier élément de construction de la maison, eh bien, comme il a besoin de rouler, on a des réservations, des ferraillages qui dépassent, toute la partie structurante pour la norme de la maison qui va être importante, mais aussi l'emplacement de la salle d'eau, la salle de bain, eh bien, il faut que les tuyaux d'évacuation ne gênent pas les déplacements du robot. Donc et tout ça maintenant, quand je disais tout à l'heure plan papier du maçon dans le temps, maintenant avec le numérique, on est capable de tout visualiser. Voilà. Et donc le principe de cette construction, on a commencé à l'élaborer avec Nantes Métropole et Nantes Métropole Habitat, à imaginer la maison sociale de demain, utilisant l'impression 3D, parce que l'impression 3D va permettre de réaliser des formes mais qu'on se restreignait de ne pas faire par des modèles classiques parce que ça coûte cher. Donc on le voit bien. Ah voilà, et là par contre c'est rationalisé, donc les coûts sont abaissés. Tout à fait, c'est le but du jeu. Voilà. Donc on a montré déjà sur des cas d'études qui avaient déjà été réalisés par Nantes Métropole Habitat que si nous les avions réalisés avec notre principe constructible, on était capable de gagner 20 à 30% sur l'élévation des murs. Sachant que l'élévation des murs ne représente à peu près que 20 à 30% du coût global de la maison. Oui. Mais quand même, c'est non négligeable. Sachant qu'après, les performances thermiques qu'on obtient sur les parois, donc avec notre triple paroi, on est à du RT 2012 moins 40% d'un point de vue énergétique. Donc c'est parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une construction. En gros, quand on voit toute la vie d'une construction et donc de son exploitation durant toute sa vie, il y a le coût de la construction ne représente que 25% des coûts globaux qu'on va mettre dans la maison. Donc des fois, il faut raisonner global et sur le long terme. Global. Voilà. Et donc, sur cette maison, on a montré aussi à notre métropole qu'on était capable de réaliser
des formes un peu complexes. Et je vais vous expliquer encore plus en détail la particularité de cette réalisation. Alors, pour réaliser cet habitat social, Nantes Métropole avait un foncier, Nantes Métropole Habitat, qui nous ont fourni. Ce foncier, il était donc c'est un habitat social sur Nantes Est, avec donc des résidences de 3-4 étages maxi, quelques maisons aussi. Et donc, ils avaient un espace disponible qui était celui-ci, espace dans lequel il y avait des arbres. Donc un peu contraignant. Alors, plutôt très contraignant pour l'architecte parce que il fallait. Déjà, en plus, il y avait un bois classé, donc il n'y a pas le droit de toucher à la moindre branche, à la moindre racine. Et donc, la forme était un peu spécifique. On est dans quel quartier de Nantes-Est pour que les gens se reconnaissent? On est à la Bottière, rue du Croissant. Voilà. Et donc, il y avait un bois classé, donc interdiction de toucher aux arbres devant, mais il y avait aussi des chênes derrière. Et l'architecte a dit, moi, je vais toucher à rien. Parce que quand il est venu nous voir au labo, on lui a montré que le robot était capable de réaliser, c'était le prolongement même de la main de l'architecte. Donc l'architecte dessine des courbes, des traits, et bien le robot est capable de suivre le dessin que lui aura fait. Et donc, dessin qui tient lui-même compte, effectivement, des contraintes forestières. Exactement. Voilà. Et alors, forestière, d'un point de vue aussi orientation par rapport au soleil, et puis des contraintes aussi des visuels que pouvait avoir le voisinage vis-à-vis de la maison. Mais dites-moi, est-ce que ça va donner quand même au final une maison harmonieuse et pas trop en zigzag? Attention, j'ai un chêne ici, attention, j'ai un massif là. C'est ça qui nous intéresse aussi. Alors la maison, dans le cahier des charges, Nantes Métropole Habitat voulait un T5, donc 4 chambres. Et donc l'architecte s'est dit, voilà, je vais essayer de répartir un peu les chambres à l'intérieur de la maison. Donc eh bien, vous voyez, vous avez les arbres qui sont représentés ici. Il a placé ces blocs nuit, avec les blocs, deux salles d'eau. Et puis après, il se rendait compte qu'il avait un beau séjour au milieu, qui pouvait donner, avec des grandes baies vitrées, sur la vue sur les arbres. Et donc il a tracé une première courbe ici. Et puis sur ce séjour avec la cuisine donnait sur la partie arrière, il a tracé une courbe ici. Et chaque fenêtre positionnée, il n'y a aucun vis-à-vis qui peut avoir une vision directe sur l'habitat. Et ça, c'est réalisé par le fait qu'avec le robot, on est capable de réaliser... On vous suit bien, Benoît, mais on a envie de voir. Oui. On n'en peut plus. Mais si, mais non, ne vous inquiétez pas. Et donc, il y a une autre particularité aussi, si vous voyez bien... Dans les angles, on a éliminé les angles sur la maison. Donc. Vous me disiez ça, ouais, et je vous ai même posé la question, on y reviendra tout à l'heure, parce que bien sûr le public pourra poser vos questions. Alors vous éliminez les angles, mais alors quand on met après des plaques placo, oui. Je vous ai demandé, mais le marché, il ne vend pas que des plaques bien angulaires, mais non, il y a également des plaques courbées. Tout à fait. C'est important ça. Et oui, bien sûr. De le savoir. Parce qu'en fin de compte, et pour un coût pas forcément exorbitant, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une maison avec des angles, dans les angles, c'est là où se posent les problèmes de condensation, de pont thermique, parce qu'on a des discontinuités dans la thermique du bâtiment, et puis des phénomènes d'aérolique aussi, parce que l'air circule moins bien. Et donc, la maison, eh bien, on a éliminé les angles, et donc la maison, la voici dans son environnement arboré. Donc avec les rayons, les angles, etc. Hivernal. Voilà. Cette maison, effectivement, nous l'avons travaillée au sein de l'université en réalité virtuelle. Donc je vous invite, sur le premier stand dans la grande halle, tout à fait. Vous mettez le casque sur la tête et vous pouvez vous déplacer à l'intérieur de cette maison en réalité virtuelle, complète, et sortir à l'extérieur, re-rentrer, passer d'une chambre à l'autre. Et imaginez, il faut surtout lever la tête. Moi, je vous invite pour voir la charpente apparente, voir les différents points un peu particuliers. Et certains vont dire, mais comment je vais faire pour mettre mon mobilier? Mais je peux vous rassurer, même une vieille armoire normande qui vous vient de la Tata, vous pourrez aussi l'installer dans la maison sans aucun souci, si c'est à votre goût. Voilà, bien évidemment. Bon, déjà, ce qu'on voit, c'est que les lignes sont effectivement contemporaines. Vous me disiez, c'est une maison d'architecte telle qu'on peut se représenter la maison d'architecte, donc effectivement, sinon futuriste, donc contemporaine, très harmonieuse. On voit déjà effectivement tout ce qui est incurvé, tout ce qui est courbe. Moi, de l'habitat social, 95 mètres carrés, on va revenir après sur effectivement tout ce qui est économie d'énergie, etc. Mais moi, je la veux, quoi. Mais on a envie de voir maintenant l'intérieur aussi. Moi aussi, parce que je viens d'une cité ouvrière nazérienne, donc je suis né dans une maison, dans l'habitat social, mes parents vivent toujours dedans, j'étais heureux dans mon enfance, mais les voisins avaient la même maison carrée, et tous ceux d'en face, c'était toutes les mêmes maisons. C'est l'époque où on faisait des grandes travées de maisons toutes identiques, c'était l'habitat social, mais maintenant on se rend compte qu'on veut faire de l'habitat social avec des performances énergétiques effectivement intéressantes, mais aussi... une signature esthétique. Et oui, parce qu'il y a le bien-être aussi de tous. Et donc, même ces arrondis intérieurs, j'invite à ce que vous imaginiez ce que ça peut donner avec la vision 3D, eh bien,
moi je trouve que d'un point de vue confort intérieur, c'est absolument extraordinaire. Pour, donc je vous l'ai dit, la construction vraiment classique. Donc voilà la maison dans son environnement. Voilà. Alors c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de nous. Et puis sûrement, je vais répondre à des questions avant que les gens m'en posent, c'est que pour l'instant, moi je fais que les murs et le toit. Donc le toit, pour l'instant, il est en traditionnel. Mais nous avons remporté un prix d'architecture qui s'appelle Printarch. Donc durant l'année de 2018, avec notre principe constructif, nous allons travailler sur ce qu'on appelle une voûte nubienne. Nubienne, voilà. Pour pouvoir tester et travailler sur des parties horizontales, pour essayer d'imaginer comment réaliser des R+2, 3, 4. Oui, pour le moment, on est effectivement en rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Voilà. Mais depuis le mois de juillet, je suis capable, et j'ai trouvé avec nos moyens, de réaliser un R+1 sans aucun souci. Voilà. Donc, la maison, on y arrive. Alors, ce qui était important, et en comparaison de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ou ce que j'ai présenté, ce que les Chinois ont réalisé, ou ce que les Russes ont réalisé, comme c'est une maison, un habitat social pour Nantes Métropole Habitat, bien évidemment, il fallait que cette maison soit certifiée. Alors moi, à vous écouter, Benoît Furet, c'est vrai que j'hallucine sur la façon dont, par exemple, on fait un petit point d'étape, si vous permettez. Donc, juillet 2016, c'est la fameuse Sophie, hop, que vous réalisez taille géante. Nantes Métropole vous approche et vous me lance le défi, sauriez-vous réaliser effectivement un habitat et un habitat social? Vous dites banco. Moi, quand je vois les temps de décision très rapides, très raccourcis, quand je vois comment vous me parlez de construction certifiée dans un pays où on n'arrête pas de dire que la collectivité lui faut le temps de la digestion, qu'elle n'est pas toujours très initiatrice dans la rapidité, tout sauf ici manifestement, on l'a encore vu hier soir avec Romain Connehet et Alain Robert, ici il y a un jeune à Nantes qui fait toute la différence manifestement. Quand je vois comment ça y est, la maison est réalisée, elle est habitable, comment elle est certifiée dans un pays où quelquefois, mais ça prend des années, on vous chicane surtout. Alors ça c'est vrai, parce que, bon, on pourra parler, effectivement, la particularité de notre expérimentation, c'est qu'on l'a fait devant tout le monde. Les Russes, les Chinois, ils ont filmé, et après ils ont dit, regardez, je vous montre. Nous, on a ouvert nos portes, on a dit, on va faire, et venez voir comment on fait. Vous croyez que c'est ça qui a fait la différence? Non, ça, déjà, ça nous a boosté, parce qu'on avait un timing qui était hyper serré. Mais à titre d'anecdote sur la partie... on va dire administrative à la française. Ben voilà. Bien, donc pour que cette maison soit certifiée, la maison, elle a un ATEX, et donc le seul organisme en France qui certifie la construction, c'est le CSTB. Et vous les avez séduits. Donc le CSTB, on a fait appel à eux, Ouais. donc on a fait une demande, on a créé un dossier, on a rédigé, on a fait plein des tests au feu, parce qu'après la maison, comme elle a ce côté un peu chamallow, on a travaillé beaucoup pour les enduits, pour la finition, on est classé M1 au feu, etc., etc. Et donc tout ça, eh bien, il faut que ce soit certifié. Bien sûr, donc, mais ça prend combien de temps de monter ce dossier? eh bien, donc nous, on a travaillé quasiment pendant tout... Dès qu'on a eu le foncier en octobre, on a travaillé sur les éléments techniques pour apporter des arguments techniques qui prouvent que la maison elle sera structurante. Sachant que le terrain, c'est un terrain sismique catégorie 3, donc il faut que la maison résiste. Et donc, ce qui était intéressant, c'est l'université qui a porté le dossier. Donc, j'ai fait un bon de commande pour payer le CSTB pour réaliser cette étude, comme vous feriez pour le contrôle technique de votre voiture. Et l'administration m'a dit, ça dépasse le budget, il faut faire une mise en concurrence. Alors que c'est le seul organisme en France qui fait la certification. Extraordinaire. Bon. Mais c'est vrai, en ce moment, on nous dit, ça vaudrait peut-être le coup qu'on simplifie un petit peu les choses. Il est grand temps. Via les lois de modernisation, mais qui quelquefois sont de complexification. Il est grand temps. Mais pour plein de choses dans l'industrie, etc. N'empêche qu'elle est là. Alors, effectivement, donc on a obtenu la certification, mais vous parlez de timing, on a obtenu la certification le 11 septembre. C'est-à-dire lundi l'autre semaine. On ne peut plus dans l'actualité, et donc bravo aux organisateurs de salon, parce que là, franchement, on n'est pas après la tempête. Hein. C'est ça. Donc 11 septembre, on avait l'autorisation. Donc la dalle en béton a été... Donc on a eu effectivement le foncier en octobre. Donc on a travaillé sur le dossier, etc. Tout déposé, l'architecte. Voilà. Ensuite, le dossier technique pour la certification. La dalle en béton a été coulée en juillet. Ouais. Prêt à recevoir les robots. Le 11 septembre, on a eu cette certification de latex. Le 13 septembre, les robots étaient arrivés sur le chantier pour réaliser la maison. Et 14, 15, 16, action. Voilà. Donc, je suis là à parler aujourd'hui, mais j'insiste, vous pourrez rencontrer certains de mes ingénieurs qui sont... C'est une équipe de jeunes qui sont sollicités. Moi, je suis pas tous... J'ai moi qui tiens le micro, là, aujourd'hui, mais c'est une équipe... On n'avait pas la parité homme-femme, mais il y a quand même... Ah, mais moi, j'aurais adoré les accueillir, parce que les voir en photo, c'est bien. Il y en a deux qui sont sur le stand là-bas. Je leur ai dit tout à l'heure, mais venez. Venez soutenir Benoît. Voilà. Donc vous avez parlé du jeu à la nantaise. Moi, j'insiste là-dessus aussi. Je suis pas forcément... Je suis plutôt un amateur du ballon un peu ovale, moi, voilà. Donc,
il y a eu déjà, ce projet s'est placé dans le cadre de Nantes Métropole et surtout de la Nantes City Lab. Le City Lab, c'est quoi? Eh bien, City Lab, c'est le laboratoire de la cité, de la ville. Et donc, on a travaillé à imaginer à plusieurs la ville de demain. Et donc, c'est une organisation qui permet de faire se rencontrer des gens entre eux, qui se disent on va monter un projet pour essayer la ville de demain. Et donc, ce projet de Innova, de cette fameuse maison habitat social de la génération Y des maisons, eh bien, c'est un projet collectif à la nantaise, avec donc l'université, on en a parlé, Nantes Métropole Habitat. J'insiste quand même, il y a eu Bouygues Construction, les locaux du Grand Ouest qui ont travaillé avec nous, Lafarge qui a travaillé, on a parlé de l'architecte Tika, et puis Carretero Meyer, que j'avais rencontré, qui est une entreprise de maçonnerie de la région, qui emploie 10 salariés. Quand j'ai échangé avec lui sur le projet, effectivement, là j'avais des grands groupes, Lafarge, Bouygues, mais de travailler avec une TPE, pour moi c'était fondamental parce que lui, il vient me voir, il me dit j'ai toutes les peines du monde à recruter des maçons. Notre métier de demain, il est là. Je veux participer oui, au parce projet. Que forcément, si c'est sexy à réaliser, ça va déclencher de nouvelles vocations. Et donc, quand on s'est dit, cette maison, on va la réaliser avec du jeu, effectivement, à la nantaise. Donc, le béton, il est fabriqué à Saint-Herblain. La chaudière, elle est fabriquée à la Luchère chez Saunier Duval. Les fenêtres sont fabriquées en Vendée chez Bouvet. Les sanitaires sont fabriqués chez Baudet en Vendée. Et bien évidemment, vous pourrez les regarder, on l'a sur le stand aussi, les enduits sont faits à la Motachar par PRB. Et on a dit, regardez, on va montrer aux Chinois, aux Américains, qu'en local autour de Nantes, on a toute la technique pour réaliser. Et en termes de circuit court, sinon économie circulaire et empreinte carbone, bravo. Ouais. Alors, il y en a un des petits derniers, j'étais encore avec eux il y a 2 jours. Manitou à Ancenis, nous a fourni l'engin de chantier. Il ne reste plus que maintenant TMC qui fait les éclairages pour faire de l'éclairage à l'intérieur de... Premier applaudissement, mais on les salue tous, ces savoir-faire. Mais oui, c'est local, Benoît, tout ça. Là, c'est la maquette, en quelque sorte, que je tiens entre les mains. Bon, quand est-ce qu'on va enfin la voir? Bon, alors, vous pouvez bousculer Benoît Furet. Non, c'est plus compliqué que ça. Donc, vous avez bien compris que le principe du robot se déplace, etc., etc. Donc, ça, c'était à l'atelier, à l'université, quand on a fait tous nos tests. Okay, donc, il y a eu un gros travail de jus de cervelle quand même, de la part de nos jeunes. Là, Thomas, que vous voyez ici, qu'on a vu sur beaucoup d'images, il doit être sur le stand en train de faire des choses encore. Et donc, on a vraiment travaillé autour du numérique pour simuler les trajectoires de robots et faire tout ce qu'on voulait. Et donc, la réalisation, vous voyez, on a posé... Donc, la semaine dernière, la dalle était vierge, il n'y avait rien. Il y a Philippe, là, qui est un grand spécialiste du béton, qui passe le dernier petit coup de balai pour éviter qu'on ait de la poussière sur le chantier. Et Elodie, qui est en train de manipuler sur le petit robot qui est là-bas, c'est elle qui, vous voyez, imprimait le mur. Alors, comment ça s'est passé réellement? Regardez. Donc, on vient avec le bras robotisé. Donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui se déplace, il est sur la dalle en béton, et il est venu imprimer donc, ce matériau polymère dont vous avez un échantillon ici, avec 2 faces l'une à côté de l'autre. Donc vous avez les réservations ici pour les menuiseries, ce qu'on appelle les mannequins, et les ferraillages qui sont inclus pour que la maison soit certifiée. Et donc on élève les parois, les doubles parois isolantes intérieures-extérieures, là, vous voyez, au fur et à mesure, et on vient avec le même moyen robotisé, c'est-à-dire que le robot, il dépose sa machinerie qui lui a permis de réaliser le pourtour. Pour ensuite, la toupie de béton arrivait sur le chantier. On avait une pompe avec un tuyau. Il avait la tuyau dans la main. Et plutôt qu'avoir une truelle, eh bien, il venait remplir à l'intérieur en automatique ce coffrage. Et donc, la maison, la voici, elle est quasiment terminée. C'est la photo que j'ai prise avant-hier. Donc, ils ont bossé encore hier, mais j'étais pas sur le chantier hier. Donc, vous voyez, la maison, elle ressemble à une maison en chantilly, ou certains nous disent même en meringue. Oui, c'est vrai. Et voilà. Et donc, on a ces formes, vous voyez, courbes qu'on voit apparaître dans les chambres ici. Voilà. Après, une fois que ça va être terminé, bien la charpente va être posée. Les enduits extérieurs vont être réalisés, comme j'ai dit, par PRB. Donc, c'est simple. Pour l'instant, ce sont des opérations manuelles. Et puis, la pose du placo sera faite à l'intérieur avec les fils électriques, les câbles. Donc là, on fait appel aux artisans. Aux artisans classiques, la maison. Nous, on a fait jusqu'à présent la structure. La structure depuis le sol jusqu'au plafond. Voilà. Alors ça, c'était l'étape jusqu'à hier. Et donc, le robot, en début de semaine prochaine, repart chez nous à l'atelier. Et puis, effectivement, l'entreprise générale va continuer avec les autres corps de métier. Voilà. Alors quand même, pour conclure, donc,
Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, on est passé très très vite du virtuel au réel. Là. On l'a imaginé en octobre 2016 et là en septembre, la maison, au moins la structure est terminée. On va récupérer les clés de la maison début décembre parce qu'on se rend compte que il y a plein d'autres opérations qui, pour l'instant, nécessitent beaucoup de travaux encore. Mais on a rencontré, depuis on parle un peu de ce projet-là, des gens de Placoplate sont venus nous voir, les gens de Saint-Gobain sont venus nous voir, et autres, parce qu'on a trouvé d'autres solutions aussi pour faciliter encore le chantier et faciliter le travail des opérateurs, qui sont parfois difficiles. Faire de l'enduit à l'extérieur d'un bâtiment, le projeter, le gratter, le talocher, eh bien, là encore, les entreprises ont énormément de mal à recruter du personnel. Donc, on travaille aussi à imaginer la robotisation de chantier. Petite anecdote, le Thomas, là, la personne en rouge là, qui est un peu notre geek sur le projet, qui est l'homme qui parle à l'oreille des robots. Donc ce robot, il fonctionne automatique. Après, une fois à partir du BIM, il fait ses trajectoires automatiques. Mais par moment, quand il a besoin de déplacer son robot, eh bien, d'un poste à l'autre sur le chantier, il sort une petite commande. Et sa commande, c'est une commande de PlayStation. Et donc après, l'autre jour, il y avait des gamins qui étaient sur le chantier, qui sont venus nous voir sur le chantier. On leur a mis la commande, on leur a dit fais avancer le robot. Il n'y a rien à leur expliquer. Marche avant, marche arrière, gauche, droite, ils savaient faire. En termes d'ergonomie, d'arborescence de leur cerveau. Mais bien sûr, donc on voit bien que après, c'est plus un jeune qui va poser des parpaings, on va lui dire non, tu es pilote de robot, faire des maisons. Ça va tout changer. Un peu comme d'ailleurs dans la réparation automobile, les gars ne mettent plus les mains dans le cambouis, mais ils pilotent tout de la réparation avec l'électrocompatibilité. Tout à fait, ouais, c'est de la mécatronique maintenant, voilà. Bien sûr. Donc là, on est à une première étape. Donc vous voyez, on a fait cette première maison. Donc il y a certains constructeurs qui sont déjà venus me voir. Là, j'en vois autour de moi là, je vois des grands panneaux là, juste ici, qui sont venus me voir. De grandes marques. Je ne dirais pas qui, mais déjà ils sont venus. On est en train d'échanger pour les 10 prochaines maisons avec du R+1. Voilà. Bravo, c'est la vocation de ce salon, et grand public, et B2B, bien sûr. Tous les professionnels. Et Nantes Métropole Habitat nous a demandé aussi, ok, on a fait une première réalisation, donc travailler sur l'innovation. On a un matériau polymère qui est très intéressant, on a dit avec des performances thermiques génialissimes. Eh bien, on commence à réfléchir à ce qu'on appelle aussi bâti bio 3D. Parce que essayer d'imaginer la construction aussi avec des biomatériaux. Donc on voit bien la construction bois, la construction paille ou autre. Mais nous, on commence à travailler à de l'impression 3D de matériaux, biosourcés, de la terre crue. Revenir un peu à des constructions qui étaient faites en Vendée comme de la bauge ou du pisé, si on va un peu plus loin. Eh bien, c'est les mêmes principes constructifs qu'on imagine réaliser avec de l'impression 3D. Là, on a réalisé Innova, mais pour les Innova 2, 3, 4, 5, 6, on verra comment on va réaliser. Bon, alors maintenant, déjà, on peut applaudir Benoît Furet. Toutes les équipes qu'il a citées, étudiants, les entreprises du territoire également qui se sont associées, qui ont été le voir. Alors maintenant, on voit un petit peu... Alors, la vidéo, elle sera à découvrir, parce que donc on devait la récupérer juste là, hier soir. Et puis, le photographe qui fait le time-lapse, là... eh bien, il est en train de réaliser ce time-lapse là en ce moment. Ah oui, d'accord. Donc, on l'aura peut-être ce soir. Peut-être ce soir. Hein, bon, alors, bravo. Et je vous invite à passer sur le stand là-bas à l'autre bout. Est-ce que des personnes veulent poser des questions à Benoît Furet, revenir en détail sur tel ou tel point de cette très très belle aventure qui, pour moi, a été menée vraiment en un temps quand même record. Et quand je vois déjà quand vous êtes lancé en prospective sur Innova 1, 2, 3 avec d'autres matériaux, ça montre à quelle vitesse vous allez effectivement déjà au niveau brain, comme vous disiez tout à l'heure, du jus de cerveau. Alors, des questions, mesdames et messieurs. Ici, monsieur. J'arrive, tenez. Je crois que vous faites partie quelque part du projet. Vous êtes reconnu. Nantes City Lab, tout à l'heure, Benoît a cité cette dynamique locale qui consiste à valoriser et à accompagner des projets innovants. Moi, j'ai juste envie de dire que ce matin, je me suis régalé à écouter Benoît. C'est quand même un universitaire, quelqu'un qui a une vocation initiale à transmettre un savoir, et l'entendre communiquer sur un projet aussi innovant dont il a été la cheville ouvrière. Moi, je suis très très fier de cette capacité de nos universités, en particulier à Nantes, à faire du concret, à faire de l'innovation, à faire quelque chose qui a vraiment de l'avance. Donc c'est plutôt à Benoît que je tire un grand chapeau. Bien sûr qu'il y a toute l'équipe, mais ce matin, t'écouter, c'était voyant. Merci beaucoup à toi. Merci au contradictoire, parce que l'intervieweur est toujours très important. Vous avez été excellent.
Très aimable à vous. Mais vous savez, moi je suis comme vous, je suis complètement en empathie. Je crois qu'il faut garder dans mon métier, en tout cas tel que je le vis, une part d'innocence et d'enfance. Je pense que toutes les garanties, vous avez su les fournir, Benoît Furet. Mais moi je suis effectivement, c'est l'effet waouh. Voilà, on est bien d'accord, c'est l'effet waouh. Mais alors, cet effet waouh, je rebondis, je répondrai à la question prochaine de monsieur. Mais moi, je forme des étudiants, effectivement, ce qui vient d'être rappelé. Mais moi, de voir aussi les énormes belles réalisations faites par le monde des industriels, ben, j'ai travaillé en Amérique du Nord il y a quelques années, dans les débuts des années 2000, et bien évidemment, on a en Europe et surtout en France un travail considérable à faire en ce rapprochement entre les académiques et les industriels. Il y a plein de moyens de les réaliser. On vient de parler de Nantes City Lab, c'est une solution. Il y en a plein d'autres aussi, mais c'est vraiment à favoriser. Autant l'apprentissage, les projets collaboratifs. On doit toujours travailler tous ensemble. Je dis toujours, un étudiant qui rentre à l'université de Nantes, il met le premier pied dans l'entreprise en venant chez nous. Et donc, il faut qu'on amplifie ça, amplifier. Très beau message, effectivement, au moment où on parle énormément effectivement d'expertise, intelligence croisée, de collaboratif. Une question ici. Sur le marché, cette maison serait vendue à quel tarif si on était dans une démarche commerciale? Alors, donc il y a une étude qui est menée actuellement là, par l'Intech, donc c'est les spécialistes de l'économie dans le domaine des bâtiments. Mais déjà, les chiffres qui sont donnés par Nantes Métropole Habitat, donc Nantes Métropole Habitat, alors c'est un prototype, a mis 195 kg euros dans cette réalisation. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Globalement, on peut 195 000 euros. 195 000 euros. Sur une réalisation à peu près avec quand on fait les calculs avec un engin robotisé amorti, donc qui serait réalisé et exploité industriellement par une entreprise de construction de maçonnerie, eh bien la maison serait sortie à 130 000 euros. Mais en l'occurrence, vous évoquez, et c'est bon de le rappeler, finalement, ce prototype, mais à terme, il va être habité? Alors, de toute façon, déjà, les jeunes que vous avez vus en photo, là, des équipes, donc moi je commence à avoir des cheveux blancs, je les aiderai, mais donc il y a une start-up qui va démarrer, donc pour proposer, puisque maintenant, comme on a la certification Intex, eh bien, si on veut refaire une deuxième maison, une troisième maison, etc., on est capable avec les mêmes machineries, et donc on va capitaliser encore plus sur les prochaines réalisations pour gagner des temps énormes aussi, et donc... devient maison témoin. Voilà, ben, celle-ci va être exploitée, va être habitée, et puis les prochaines aussi. Donc je pense que déjà sur 2018, on est prêt à réaliser d'autres maisons. Et moi, mon souhait, vraiment, serait de réaliser un petit comment dire, lotissement périurbain, avec chacune des maisons est adaptée aux besoins des habitants, de chacun des fonciers qui vont constituer, de l'orientation, de la rue, machin, etc., avec les champs positionnés, avec du R+1, parce qu'on est capable de le faire maintenant, mais chacune des maisons, avec ce même principe constructif, elles seraient toutes différentes. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Applaudissements encore pour Benoît Furet, qui a été légitimement salué, effectivement, au nom de ce savoir-faire qui est passé par l'innovation, par l'originalité, par la différence. Et tout ça, effectivement, est français et également nantais. Il fallait le souligner.